Chers élèves de 4e, je vous redis encore une dernière fois bonjour. Cette fois-ci, on va boucler le cours. Donc 4e vidéo, cette fois-ci, qui va porter donc essentiellement sur la dimension politique, idéologique et sociale des choses. Alors, c'est un sujet très vaste. Où là encore je vais être obligé de schématiser un petit peu, hein. Mais enfin je pense que c'est impossible de faire l'impasse sur ce sujet. Donc vous avez compris que le monde ouvrier donc, commence à se développer donc, au 19e siècle, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que bon, concrètement au 19e siècle, les conditions de travail et la manière plus générale dont les travailleurs sont traités, c'est sans commune mesure avec ce qu'on peut connaître aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que donc à cette époque, au 19e siècle, il n'y a pas d'assurance chômage, il n'y a pas de sécurité sociale, le temps de travail est très élevé, hein. À l'exception du dimanche, on travaille quasiment tous les jours, et les journées de travail peuvent facilement osciller entre 10 et 14 ou 16 heures de travail quotidien. C'est quand même quasiment une forme d'esclavage en fait. Donc cette situation va amener les ouvriers à s'organiser pour défendre leurs droits. Alors d'abord, ça nous amène à évoquer une notion importante qui est la notion de prolétariat. Les ouvriers, que ce soit les ouvriers agricoles ou les ouvriers d'usine ou les mineurs, et d'une façon plus générale tous ceux qui n'ont que leur force de travail physique comme talent, entre guillemets, ou en tout cas comme modèle d'échange sur le marché du travail, c'est ce qu'on appelle le prolétariat. Donc le prolétariat est composé de prolétaires, c'est-à-dire de gens qui finalement ont peu de compétences, peu de qualifications professionnelles, et qui donc du coup sont très très vulnérables parce que s'ils ne veulent plus accepter de travailler dans les conditions très mauvaises qui leur sont imposées, il y aura sans problème des gens pour les remplacer. Autrement dit, la loi de l'offre et la demande, ici, elle se fait à l'avantage des patrons, ce qui va amener donc les ouvriers à s'organiser, à mettre en place entre eux une importante solidarité pour faire avancer leur cause, et ça entraîne notamment la création des syndicats, qui sont des groupements de travailleurs donc, qui ont pour objectif donc, de défendre branche par branche, c'est-à-dire donc par secteur d'activité, les intérêts des travailleurs. Et ce qu'on peut noter également, c'est que ces syndicats, pour la très grande majorité d'entre eux, sont très influencés par des idéologies politiques, c'est-à-dire donc des façons de penser, des manières de concevoir le monde, des idéologies donc qui sont classées à gauche, voire à l'extrême gauche. Alors je vais à ce sujet faire une toute petite précision et un petit bond en arrière par rapport au cours au cours qu'on a vu sur la Révolution. Vous vous souvenez peut-être que l'origine de l'expression droite-gauche en politique remonte à la Révolution de 1789, et plus exactement la manière dont les députés étaient répartis dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Je rappelle que spontanément, les partisans de la Révolution, donc d'un système, d'un régime plus égalitaire, se sont installés à gauche, tandis que les partisans du maintien de l'ancien régime, eux, se sont installés à droite. Donc ça permet de comprendre l'origine du sens gauche-droite en politique. Mais attention, parce que ce que vous avez sans doute aussi, en tout cas j'espère bien compris, c'est que la révolution de 1789, c'est avant tout une révolution qui a été faite par les bourgeois et pour les bourgeois, qui sont la catégorie du peuple qui a le plus gagné d'argent et de puissance et de pouvoir, et qui au XIXe siècle en fait va remplacer en quelque sorte la noblesse en tant qu'élite de la société. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'origine, effectivement, les bourgeois se situent à gauche dans l'hémicycle parce que ça correspond à leurs intérêts. Ils veulent renverser l'ancien régime, ils veulent notamment abolir les privilèges et avoir la possibilité, entre autres choses, de faire des affaires, de monter des entreprises sans être en permanence embêtés par l'État, les taxes, les droits de douane entre les régions. Ils veulent pouvoir véritablement libérer l'économie. C'est pour ça que la bourgeoisie va plutôt adhérer à une idéologie qu'on appelle le libéralisme, sur laquelle je vais revenir un petit peu après. Tout ceci donc fait que les ouvriers, eux,
sont obligés donc de s'organiser et de se fédérer donc pour faire valoir leurs droits. Alors il n'y a pas 12 000 façons de procéder à cette époque. Le moyen le plus répandu pour s'opposer au patronat et faire avancer la cause des ouvriers, c'est la grève. Sachant qu'à l'époque, ces grèves peuvent réellement poser un gros problème au patronat parce que à cette époque, on n'est pas encore entré dans ce qu'on appelle la mondialisation qu'on connaît aujourd'hui. Et notamment, il n'y a pas encore de délocalisation à proprement parler, c'est-à-dire que les patrons ne vont pas transférer leurs usines dans des pays où la main-d'œuvre serait, on va dire, plus docile et meilleur marché. À l'époque, on est obligé de faire avec les ouvriers qu'on recrute sur place. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque ces ouvriers sont suffisamment bien organisés, suffisamment bien synchronisés pour s'arrêter tous de travailler en même temps pour manifester leur mécontentement, concrètement les patrons sont obligés de négocier. Ce qui fait que donc au cours du 19e siècle et plus encore dans le courant du 20e siècle, les ouvriers progressivement vont obtenir de vraies avancées. Principalement donc une réduction du temps de travail hebdomadaire, des augmentations de salaire également, et petit à petit ce qu'on constate également c'est que la législation du travail, le code du travail va protéger de plus en plus les enfants. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que jusqu'au 19e siècle, la notion d'adolescence n'existe quasiment pas, et dès l'âge de 8, 10, 12 ans, vous pouvez devenir tout simplement de la main-d'œuvre aussi. C'est valable à la campagne et c'est valable dans le monde ouvrier. Alors à ce sujet, pour voir un petit peu à quoi peut ressembler le quotidien du monde ouvrier de cette époque, je conseille vivement deux lectures. La première est assez rapide, c'est le poème Mélancolia de Victor Hugo, très célèbre, qui raconte un petit peu l'enfer quotidien vécu par les enfants qui sont exploités dans les usines. Mais il y a également une autre grande œuvre littéraire que je me dois quand même de citer, qui est Germinal de Émile Zola, qui est un très très grand roman. C'est un monument de la littérature et c'est surtout un très bon témoignage des conditions de vie quotidiennes des ouvriers à l'époque. Ça raconte notamment l'histoire de la famille Maheu dans le nord de la France, qui va être décimée petit à petit par la dureté du travail et puis surtout par la dureté du conflit qui va s'engager entre les ouvriers, enfin plus exactement les mineurs, et le patron de ces mines. Ça a également été adapté au cinéma par le réalisateur Claude Berry pour un film qui est sorti en 1993. Alors ce qui est intéressant, c'est que vraiment on voit tous les aspects en fait, du monde ouvrier dans ce roman. On voit les conditions de travail qui sont très dures, y compris aussi les conditions de subsistance plus générales, le manque d'hygiène, la difficulté à se nourrir correctement et le fait que les enfants n'ont pas accès à l'instruction. Donc tout ça est très très bien montré dans le roman. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que, y compris au sein du monde ouvrier, on voit apparaître toujours dans Germinal différentes options idéologiques qui sont situées très à gauche. L'option idéologique qui a tendance à être la plus influente auprès des ouvriers à cette époque, et ça restera comme ça pendant pratiquement toute la période suivante, c'est ce qu'on appelle le communisme, qui est l'idéologie d'extrême gauche la plus populaire, et qui a été inventé par un philosophe important et même essentiel qui s'appelle Karl Marx. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on parle aussi bien de marxisme que de communisme. On trouve aussi dans Germinal un personnage qui lui se définit plutôt comme anarchiste. L'anarchisme étant une idéologie également d'extrême gauche, dans le sens où elle est révolutionnaire, je vais avoir l'occasion d'y revenir un petit peu après, mais elle a une conception un peu différente de la manière de faire la révolution, qui est plus axée, on va dire, que le communisme sur la liberté individuelle. Les communistes ont une approche vraiment très très collective, très égalitariste, tandis que les anarchistes ont une approche plus individuelle, plus indépendante. Mais dans les deux cas, on est en présence d'idéologies révolutionnaires, c'est-à-dire qu'elles sont favorables tout simplement à une transformation radicale et profonde de la société, et en particulier, elles ont pour principal objectif de détruire le capitalisme, qu'elle considère comme un système économique qui automatiquement ne peut que générer des inégalités considérables.
ces idéologies d'extrême gauche se différencient de la gauche plus traditionnelle, dite réformiste, qui elle mise moins sur la révolution que sur la négociation et le fait d'obtenir des avancées de manière très progressive, sans recours à la violence. Voilà, donc ce que l'on peut souligner donc, par rapport à ça, c'est que donc, la classe bourgeoise, qui est donc a priori donc du coup plutôt opposée à la classe prolétaire, va elle gagner en puissance au cours du 19e siècle, et c'est aussi pour cette raison-là que si elle siégeait à gauche dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, petit à petit elle va se déporter plutôt vers la droite, parce que c'est là que se trouvent ses intérêts. Donc voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel, j'espère que ça vous sera utile, n'hésitez pas à me recontacter en cas de besoin, je vous dis à très bientôt.